Troisième partie, les forces cachées qui nous entourent. Nul ennemi n'est visible, mais l'invisible nous entoure, d'intangibles forces nous assiègent, des contacts venus de domaines étrangers, des pensées qui ne sont pas nôtres, nous rattrapent et s'imposent au cœur égaré. Nos vies sont prises dans un filet ambigu. Sri Aurobindo. Une lugubre compagnie de maladies pénètre, locataire légitime, dans la maison corporelle de l'homme. Pourvoyeuse de la mort et tortionnaire de la vie. Dans les crevasses malignes du monde, dans les couloirs de ces cavernes subconscientes, embusquées, elles attendent leur heure pour bondir, cernant de danger la cité assiégée de la vie. Admise dans la citadelle des jours de l'homme, elles sapent sa force et le mutilent, et soudain tuent. Sri Aurobindo. Les suggestions du dehors et les vibrations. Une suggestion n'est pas une pensée ou un sentiment qui vous est propre. C'est une pensée ou un sentiment qui vient du dehors, des autres, de l'atmosphère générale ou de la nature extérieure. Si on l'accepte, elle s'incruste et agit sur l'être, et on la prend pour sa propre pensée ou son propre sentiment. Si on la reconnaît pour ce qu'elle est, il est plus facile de s'en débarrasser. Sri Aurobindo. Par suggestion, je n'entends pas simplement des pensées ou des mots. Quand l'hypnotiseur dit « dormez », c'est une suggestion. Mais s'il ne dit rien et ne fait qu'imposer sa volonté silencieuse pour vous endormir, ou agite ses mains devant votre visage, c'est aussi une suggestion. Quand une force ou une vibration de maladie se projette sur vous, elle apporte au corps cette suggestion. Une onde contenant une certaine vibration entre dans le corps qui se rappelle. « Ah, c'est un rhume !» ou sent les vibrations d'un rhume et se met à tousser, à éternuer ou à sentir des frissons. La suggestion vient au mental sous la forme « je suis faible, je ne me sens pas bien, je suis en train de m'enrhumer ». Sri Aurobindo. J'ai une autre question concernant ce que je vous ai dit l'autre jour, quand nous avons fait une opposition entre la volonté et les velléités. Je vous ai dit que les velléités, ce que Sri Aurobindo appelle velléités, sont des mouvements qui proviennent non pas d'une conscience supérieure descendant dans l'être et s'exprimant en actes, mais d'impulsion ou d'influence du dehors. Nous avions gardé le mot volonté pour exprimer ce qui, dans une conscience individuelle, est l'expression d'un ordre ou d'une impulsion venant de la vérité de l'être, de la vérité de l'individu, son être véritable, son vrai moi, n'est-ce pas? Cela, nous l'appelons volonté. Et toutes les impulsions, les actions, les mouvements qui se produisent dans l'être et qui ne sont pas cela, nous avons dit que c'était des velléités. Et je vous ai dit en effet que, sans le savoir, ou parfois en le sachant, vous êtes mis en mouvement par des influences qui viennent du dehors, qui pénètrent sans même que vous vous en aperceviez, et qui font surgir en vous ce que vous appelez la volonté que telle chose soit ou que telle autre ne soit pas, etc. Alors on me demande, quelle est la nature de ces influences du dehors? Pouvez-vous donner une explication sur leur fonctionnement? Naturellement, ces influences sont de nature très diverse. On peut les étudier à un point de vue psychologique ou les étudier presque à un point de vue mécanique. L'un traduisant l'autre généralement, c'est-à-dire que le phénomène mécanique se produit comme une sorte de conséquence du phénomène psychologique. Il y a très peu de gens, et même parmi les meilleurs, il y a très peu de moments dans la vie où la volonté de l'être exprime cette vérité profonde, intérieure, supérieure. La conscience individuelle déborde de beaucoup le corps. Même, nous avons vu que le physique subtil, qui est encore matériel par rapport à l'être vital, et qui dans certaines conditions est presque visible, déborde parfois considérablement la délimitation visible du corps physique.
Ce physique subtil est constitué de vibrations qui sont actives et qui entrent en contact ou se mélangent avec les vibrations du physique subtil des autres, et ce contact réciproque produit des influences. Ce sont les vibrations les plus puissantes qui naturellement l'emportent sur les autres. Par exemple, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous avez une pensée, cette pensée se revêt de vibrations subtiles et devient une entité qui se déplace et se promène dans l'atmosphère terrestre pour se réaliser aussi bien qu'elle peut, étant donné qu'elle est une parmi des millions, et naturellement il y a une interaction multiple et enchevêtrée qui fait que les choses ne se passent pas d'une façon aussi simple et aussi schématique. Ce que vous appelez vous-même, l'être individuel enfermé dans les limites de votre conscience actuelle, est constamment pénétré par des vibrations de ce genre qui viennent du dehors et qui se présentent le plus souvent sous forme de suggestions, en ce sens que, à part quelques exceptions, l'action se produit d'abord dans le domaine mental, puis devient vitale, puis devient physique. Je précise qu'il ne s'agit pas ici du mental pur, mais du mental physique. Parce que dans la conscience physique elle-même, il y a une activité mentale, une activité vitale et une activité purement matérielle. Et tout ce qui se produit dans votre conscience physique, dans votre conscience corporelle et dans votre activité corporelle pénètre d'abord sous forme de vibrations d'ordre mental, par conséquent sous forme de suggestions. La plupart du temps, ces suggestions pénètrent en vous sans que vous en soyez le moins du monde conscient. Elles entrent, éveillent en vous une réponse quelconque, puis ressurgissent dans votre conscience comme si c'était votre propre pensée, votre propre volonté, votre propre impulsion. Mais cela, c'est seulement parce que vous êtes inconscient du procédé de pénétration. Ces suggestions sont très multiples, nombreuses, variées, avec des natures très, très différentes les unes des autres, mais on peut les classer en 3 ordres principaux. D'abord, et celles-là sont rarement perceptibles par une conscience ordinaire, elles ne deviennent perceptibles qu'à ceux qui ont déjà beaucoup réfléchi, beaucoup observé, beaucoup étudié leur être. C'est ce que nous pourrions appeler les suggestions collectives. Quand un être naît sur la Terre, il naît forcément dans un pays donné et dans un milieu donné. Par le fait de ses parents physiques, il naît dans un ensemble social, culturel, parfois religieux, national. Un ensemble d'habitudes de penser, de comprendre, de sentir, de concevoir. Toutes sortes de constructions qui sont d'abord mentales, puis deviennent des habitudes vitales, et finalement des manières d'être matérielles. Pour dire les choses plus clairement, vous êtes né dans une certaine société ou dans une certaine religion, dans un certain pays, et cette société a une conception collective qui lui est propre. Cette nation a une conception collective qui lui est propre, et cette religion a une construction collective qui lui est propre, qui est généralement très fixe. Vous êtes né là-dedans. Naturellement, quand vous êtes tout petit, vous en êtes absolument inconscient. Mais cela agit sur votre formation. Cette formation, cette lente formation d'heures qui s'ajoute aux heures, de jours qui s'ajoutent aux jours, d'expériences qui s'ajoutent aux expériences, et qui petit à petit construisent une conscience. Vous êtes là-dessous comme sous une cloche. C'est une espèce de construction qui vous couvre et qui d'une certaine manière vous protège, mais de l'autre manière vous limite considérablement. Tout cela, vous l'absorbez sans même vous en apercevoir, et cela fait la base subconsciente de votre construction propre. Cette base subconsciente agira sur vous toute votre vie si vous ne prenez pas soin de vous en libérer. Et pour vous en libérer, il faut d'abord que vous en soyez conscient. Et c'est le premier point qui est le plus difficile, parce que cette formation a été si subtile. Elle s'est faite en un temps où vous n'étiez pas encore un être conscient, où vous veniez de tomber tout à fait abruti d'un autre monde dans celui-ci, et tout cela s'est fait sans que vous y participiez le moins du monde. Par conséquent, il ne vous vient même pas à l'esprit qu'il pourrait y avoir là quelque chose à savoir, et encore moins quelque chose dont il faille se débarrasser. Et il est assez remarquable que quand on devient pour une raison quelconque conscient de l'emprise de cette suggestion collective, on s'aperçoit du même coup qu'il faut un travail très assidu et très prolongé pour arriver à s'en défaire. Mais là ne s'arrête pas le problème. Vous vivez entouré de gens.
Ces gens eux-mêmes ont des désirs, des velléités, des impulsions qui se traduisent en eux, qui ont toutes sortes de causes, mais qui prennent dans leur conscience une forme individuelle. Par exemple, pour le dire d'une façon tout à fait pratique, vous avez un père, une mère, des frères, des sœurs, des amis, des camarades. Chacun a sa manière de sentir, de vouloir, et tous ceux avec qui vous êtes en rapport attendent de vous quelque chose, de même que vous attendez d'eux quelque chose. Ce quelque chose, ils ne vous l'expriment pas toujours, mais c'est plus ou moins conscient dans leur être, et cela fait des formations. Ces formations, suivant la capacité de pensée de chacun et la puissance de sa vitalité, sont plus ou moins puissantes. Mais elles ont leur petite puissance propre, qui est généralement proportionnée à la vôtre. Et alors, ce que veulent, désirent, espèrent ou attendent de vous ceux qui vous entourent, entre comme cela, sous forme de suggestions très rarement exprimées, mais que vous absorbez sans résistance et qui, au-dedans de vous, tout d'un coup, éveille un désir analogue, une volonté analogue, une impulsion analogue. Cela se passe du matin au soir et du soir au matin, parce que ces choses ne s'arrêtent pas pendant que vous dormez, au contraire, très souvent elles s'accentuent, parce que vous n'avez plus la conscience éveillée qui veille et qui vous protège dans une certaine mesure. Et c'est général, si général que c'est tout à fait naturel, et si naturel qu'il faut des circonstances spéciales et des occasions tout à fait particulières pour que vous vous en aperceviez. Naturellement, il va de soi que vos propres réponses, vos propres impulsions, vos propres velléités ont une influence analogue sur les autres, et que cela devient un mélange merveilleux où la raison du plus fort est toujours la meilleure. Si le problème s'arrêtait là, on pourrait encore se tirer d'affaire. Mais il y a une complication. C'est que ce monde terrestre, ce monde humain, est constamment envahi par les forces du monde voisin, c'est-à-dire du monde vital, de la région plus subtile qui est au-delà de l'atmosphère terrestre quaternaire. Note de l'éditeur, c'est-à-dire constituée par les 4 principes, physique, vital, mental et psychique. Et ce monde vital qui n'est pas sous l'influence des forces psychiques et de la conscience psychique est un monde essentiellement de mauvaise volonté, de désordre, de déséquilibre, enfin de toutes les choses les plus antidivines qu'on puisse imaginer. Ce monde vital pénètre constamment le monde physique, et étant beaucoup plus subtil que le monde physique, il est très souvent, sauf pour quelques rares individus, tout à fait imperceptible. Il y a des entités, des êtres, des volontés, des sortes d'individualités dans ce monde-là, qui ont toutes sortes d'intentions, et qui se servent de toutes les occasions pour s'amuser quand ce sont des petits êtres, ou pour faire le mal et le désordre quand ce sont des êtres d'une capacité plus grande. Et ceux-là ont un pouvoir de pénétration et de suggestion très considérable, et partout où il y a la moindre ouverture, la moindre affinité, ils se précipitent parce que c'est un jeu qui les amuse. En outre, ils sont très assoiffés ou affamés de certaines vibrations vitales humaines, qui ont pour eux la qualité d'un plat rare dont ils aiment à se nourrir. Et alors, leur jeu consiste à exciter des mouvements pernicieux dans l'homme pour que l'homme émane ses forces et qu'il puisse s'en nourrir tout à leur aise. Tous les mouvements de colère, de violence, de passion, de désir, toutes ces choses qui font que brusquement on jette certaines énergies en dehors de soi, qu'on les projette hors de soi, sont justement ce que ces entités du vital préfèrent, parce que, comme je l'ai dit, elles s'en réjouissent comme d'un plat de luxe. Alors leur tactique est très simple. Elles vous envoient une petite suggestion, une petite impulsion, une petite vibration qui vous pénètre, et par contagion ou par sympathie, éveillent en vous la vibration nécessaire pour que vous projetiez au dehors la force qu'ils veulent absorber. Là, il est un peu plus facile de reconnaître l'influence, parce que si on est le moins du monde attentif, on s'aperçoit de quelque chose qui est soudain éveillé au-dedans de soi. Par exemple, ceux qui ont l'habitude de se mettre en colère, s'ils ont le moins du monde essayé de contrôler leur colère, ils s'aperçoivent de quelque chose qui vient du dehors ou qui monte d'en bas et qui réellement s'empare de leur conscience et éveille en eux la colère. Je ne veux pas dire que tout le monde soit capable de ce discernement. Je parle de ceux qui ont essayé de comprendre leur être et de le contrôler.
Ces suggestions adverses sont plus faciles à percevoir que, par exemple, votre réponse à la volonté ou au désir d'un être qui est de la même nature que vous, un autre être humain qui, par conséquent, agit sur vous sans que cela vous donne clairement l'impression de quelque chose qui vient du dehors. Les vibrations sont trop analogues, trop semblables dans leur nature, et il faut être beaucoup plus attentif et avoir un discernement beaucoup plus aigu pour se rendre compte que ces mouvements qui semblent sortir de vous-même ne sont pas vraiment vôtres, qu'ils viennent du dehors. Mais avec les forces adverses, si on est le moins du monde sincère et que l'on observe attentivement, on s'aperçoit que c'est quelque chose dans l'être qui répond à une influence, une impulsion, une suggestion, mais quelque chose de très concret parfois qui entre et qui produit des vibrations analogues dans l'être. Voilà, tel est le problème. Le remède, c'est toujours le même. Bonne volonté, sincérité, perspicacité, patience. Oh, une patience inlassable et une persévérance qui fait que ce que vous n'avez pas réussi un jour, vous êtes convaincu que vous le réussirez une autre fois, et que vous continuez à essayer jusqu'à ce que vous ayez réussi. Et ceci nous ramène à la phrase de Sri Aurobindo. Si ce contrôle vous paraît tout à fait impossible aujourd'hui, eh bien, cela veut dire que non seulement il sera possible, mais qu'il sera réalisé plus tard. La mer. Vous avez dit que nos corps pouvaient devenir réceptifs aux forces qui sont concentrées dans certains endroits ou certains pays. Note de l'éditeur. Dans le précédent entretien, Mère avait raconté qu'à son retour du Japon, elle avait brusquement senti d'une façon physique l'atmosphère de Sri Aurobindo à 2000 marins de Pondichéry. Mais peut-on avoir cette sensation physique sans une préparation préalable de la conscience? Ou est-ce vraiment une sensation spontanée, comme le chaud, le froid, la chair de poule par exemple? Si c'était le résultat d'une pensée ou d'une volonté, ce ne serait pas une expérience, cela n'aurait aucune valeur. Vous entendez, j'affirme d'une façon absolue que toute expérience qui est le résultat d'une pensée ou d'une volonté préconçue n'a aucune valeur du point de vue spirituel. Mais n'étiez-vous pas dans un état pour ainsi dire favorable à cette sensation? Il y a des êtres qui vivent d'une façon constante dans une conscience supérieure, tandis que d'autres doivent faire un effort pour y entrer. Mais il s'agit de tout autre chose. Dans l'expérience dont je parlais, ce qui faisait toute sa valeur, c'est que je ne m'y attendais pas du tout. Du tout. Je savais très bien. J'étais depuis fort longtemps, et d'une façon continue en relation spirituelle, si je puis dire, avec l'atmosphère de Sri Aurobindo. Mais je n'avais jamais pensé à la possibilité d'une modification de l'air physique, et je ne m'y attendais pas le moins du monde. Et c'était cela qui faisait toute la valeur de l'expérience, qui est venue comme cela, tout d'un coup, comme quand on entre dans un endroit d'une autre température ou d'une autre altitude. Je ne sais pas si vous savez que l'air que l'on respire n'est pas toujours le même, et qu'il y a des vibrations différentes dans l'air d'un pays et dans l'air d'un autre, dans l'air d'un endroit et dans l'air d'un autre. Si l'on est habitué, justement, à avoir cette perception du physique subtil, on peut tout d'un coup dire « Tiens, c'est de l'air comme en France » ou « c'est de l'air du Japon ». C'est quelque chose d'indéfinissable, comme le goût ou l'odorat. Mais ce n'est pas cela, c'est une perception d'un autre sens. C'est un sens physique, ce n'est pas un sens vital ou mental. C'est un sens du monde physique, mais ce sont d'autres sens que les 5 sens que nous avons d'ordinaire à notre disposition. Il y en a beaucoup d'autres. Au fait, pour que l'être physique, j'insiste, l'être physique, soit pleinement développé, il faut qu'il ait 12 sens. C'est l'un de ces sens qui vous donne ce genre de perception. On ne peut pas dire que ce soit le goût, l'odorat, l'ouïe, etc. Mais c'est quelque chose qui vous donne une impression très précise de la différence de qualité. Et c'est très précis, n'est-ce pas? Aussi précis que de voir le noir et le blanc. C'est vraiment une perception sensorielle. La mer. On vit des suggestions collectives constantes, constamment. Par exemple, je ne sais pas si vous avez assisté à des funérailles ou si vous avez été dans une maison où il y avait un mort. Il faut naturellement que vous vous observiez un peu. Autrement, vous ne vous apercevez de rien.
Mais si vous vous observez un peu, vous n'aviez aucune raison spéciale d'avoir du chagrin ou une douleur quelconque pour la disparition de cette personne. C'est une personne comme beaucoup d'autres, c'est arrivé, et par un ensemble de circonstances sociales, vous avez été amené à entrer dans cette maison-là. Et là, tout d'un coup, sans savoir pourquoi ni comment, vous sentez une grande émotion, un grand chagrin, une grande douleur, et vous vous demandez: pourquoi suis-je si malheureux? C'est tout simplement les vibrations qui sont entrées en vous, pas autre chose. Et je vous dis que c'est facile à observer parce que c'est une expérience que j'ai eue quand j'étais une petite enfant. Et à ce moment-là, je ne faisais pas de yoga conscient encore. Je faisais peut-être le yoga, mais pas consciemment. Et j'ai observé très, très clairement. Je me suis dit, certainement c'est leur chagrin que je sens, parce que je n'avais pas de raison d'être particulièrement affectée par la mort de cette personne. Et tout à coup, les larmes qui viennent aux yeux, je me sens comme ça, la gorge serrée, et j'ai envie de pleurer, comme si j'avais un gros chagrin. J'étais une petite enfant. Immédiatement j'ai compris. Tiens, c'est leur chagrin qui est venu au-dedans de moi. La même chose pour la colère. C'est très clair. On reçoit cela tout d'un coup. Même pas d'une personne, de l'atmosphère. C'est là. Et puis tout d'un coup cela entre, et cela vous prend généralement par en bas, puis cela monte, et puis cela vous pousse, et puis vous allez. Une minute avant, vous n'étiez pas en colère, vous étiez tout à fait maître de vous n'aviez aucune intention de vous mettre en colère. Et cela vous saisit tellement fort que vous ne pouvez pas résister, parce que vous n'êtes pas suffisamment conscient, que vous laissez cela entrer en vous et que cela se sert de vous. Vous, ce que vous appelez vous, c'est-à-dire votre corps. Parce que apparemment, je dis apparemment, c'est une chose séparée du corps de votre voisin. Mais c'est seulement une illusion de nos yeux, parce que en fait, il y a constamment ce que l'on pourrait appeler des particules, même physiques, comme une sorte de radiation qui sort du corps et qui se mélange aux autres. Et quand on est très sensible, on peut sentir à distance à cause de cela. On dit par exemple que les aveugles développent une telle sensibilité, une perception si délicate de la sensation, que quand ils s'approchent d'un objet, ils sentent un choc à distance. Mais on peut en faire l'expérience assez facilement. Par exemple, s'approcher de quelqu'un sans faire de bruit, puis mettre sa main tout près. Les gens sensibles le sentent tout de suite. Cela veut dire que le corps a l'air de s'arrêter là, mais c'est simplement la façon dont nos yeux sont construits. Si nous avions une vision un peu plus subtile, avec une gamme un peu plus étendue, eh bien, nous verrions qu'il y a quelque chose qui sort, comme il y a quelque chose qui sort des autres corps, et que tout cela se mélange et réagit l'un sur l'autre. La mer. Est-ce que vous êtes capable de savoir, quand vous êtes avec les autres, ce qui vient de vous et ce qui vient des autres? Dans quelle mesure leur façon d'être, leur vibration propre agit sur vous? Vous ne vous en apercevez pas du tout. Vous vivez dans une sorte de conscience approximative, à moitié éveillée, à moitié endormie, en quelque chose de très vague, où vous arrivez à tâtonner, comme ça, pour attraper les choses. Mais une notion précise, claire, exacte de ce qui se passe en vous, pourquoi cela se passe en vous. Et alors ça, les vibrations qui viennent du dehors et celles qui viennent du dedans de vous? Et alors, n'est-ce pas, ce qui peut venir des autres, changeant tout ça, donnant une orientation autre? Vous vivez dans une sorte de fluidité floue. Il y a certaines petites choses, tout d'un coup, qui se cristallisent dans votre conscience, vous les avez juste attrapées pour une minute. Et c'est juste clair, comme ça, comme s'il y avait un projecteur, juste quelque chose qui passe sur l'écran, qui devient clair pendant une seconde. La minute d'après, tout est devenu comme ça, vague, imprécis. Mais vous ne vous en apercevez pas parce que vous ne vous êtes même pas posé la question, parce que vous vivez ainsi. La mer. Les forces provenant de nos propres formations. Comment est-ce que la pensée humaine peut créer les formes? Dans le monde mental, la pensée humaine crée tout le temps des formes. La pensée humaine est tout à fait créatrice dans le monde mental. Constamment, quand vous pensez, vous créez des formes et vous les envoyez se promener dans l'air et elles vont faire leur travail. Constamment, vous êtes entouré d'un tas de petites formations.
Naturellement, il y a des gens qui ne peuvent même pas penser clairement. Alors cela ne forme rien du tout que des remous. Mais les gens qui ont une pensée claire et forte, les gens qui pensent clairement, ils sont entourés d'un tas de petites formes qui, quelquefois, s'en vont se promener pour faire un travail chez d'autres gens. Et quand on y repense, elles reviennent. Et il y a des exemples de gens qui sont harassés par leur propre formation, qui reviennent constamment comme pour les posséder, et dont ils ne peuvent pas se débarrasser parce qu'ils ne savent pas comment défaire les formations qu'ils ont faites. Il y en a plus que l'on ne croit. Quand ils ont fait une formation particulièrement forte, pour eux-mêmes, n'est-ce pas, d'une façon relative, cette formation est toujours reliée au formateur et revient frapper le cerveau pour avoir des forces, et finit par véritablement agir comme une nécessité. C'est tout un monde à apprendre. On vit vraiment dans l'ignorance, on a des pouvoirs que l'on ne connaît pas, alors naturellement, on s'en sert très mal. On s'en sert d'une façon inconsciente et très mal. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Madame David Neil, qui est allée au Tibet et qui a écrit des livres sur le Tibet et qui était une bouddhiste. Et comme tous les bouddhistes de la tradition la plus sévère, ils ne croient pas au divin et ils ne croient pas à son éternité, et ils ne croient pas à des divinités qui soient vraiment divines. Mais ils savent admirablement se servir du domaine mental. Et la discipline bouddhiste vous rend très maître de l'instrument mental et du domaine mental. Nous discutions de beaucoup de choses, et alors elle m'a dit « Écoutez, moi j'ai fait une expérience. » Elle avait étudié un peu la théosophie aussi. Elle a dit « J'ai formé un Mahatma. Avec ma pensée, j'ai formé un Mahatma. » Et elle savait, ça a été prouvé, qu'à un moment donné, les formations mentales ont une vie personnelle, indépendante du formateur, quoiqu'elles soient reliées au formateur, mais indépendantes dans ce sens qu'elles peuvent avoir une volonté propre. Et alors, elle m'a raconté. Figurez-vous que j'avais si bien fait mon Mahatma qu'il est devenu une personnalité indépendante de moi et qu'il venait m'ennuyer tout le temps. Il venait, il me grondait pour ceci, il me donnait des conseils pour cela, et il voulait conduire ma vie. Et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. C'était tout à fait difficile et je ne savais pas comment faire. Alors je lui ai demandé comment elle avait essayé. Elle me l'a dit. Elle m'a dit « Ça m'ennuie beaucoup. Mon Mahatma est très ennuyeux. Il ne me laisse pas de repos. Il me dérange dans mes méditations. Il m'empêche de travailler. Et pourtant, je sais très bien que c'est moi qui l'ai créé et je ne peux pas m'en débarrasser. » Alors j'ai dit « C'est parce que vous n'avez pas le truc. » Et je lui ai expliqué ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et le lendemain, je la voyais presque tous les jours à ce moment-là, n'est-ce pas? Le lendemain, elle est arrivée et elle m'a dit « Ah, je suis libérée de mon Mahatma. » Elle n'avait pas coupé la connexion parce que cela ne sert à rien. Il faut savoir réabsorber sa création, c'est le seul moyen, réavaler ses formations. Mais voilà, dans une mesure moindre et avec une moindre perfection, on fait tout le temps des formations. Mais quand par exemple, on pense avec force à quelqu'un, il y a une petite émanation de substance mentale qui, instantanément, se trouve auprès de cette personne, n'est-ce pas? Une vibration de votre pensée qui va toucher la sienne. Et si elle est réceptive, elle vous voit. Elle vous voit et alors elle vous dit « Vous êtes venu me trouver cette nuit. C'est parce que vous avez fait une petite formation et que la formation est allée faire son travail, qui consistait à mettre une relation entre vous et la personne, ou bien à lui porter un message si vous aviez quelque chose de spécial à lui dire. Et cela a été fait. Cela arrive constamment, mais comme c'est un phénomène tout à fait constant et spontané, et fait dans l'ignorance, on ne se rend pas compte qu'on on le fait automatiquement. Les gens qui ont des désirs, ils ajoutent à la formation mentale une espèce de petite enveloppe, une coque vitale qui lui donne encore une réalité plus grande. Ces gens-là sont généralement entourés d'une quantité de petites entités qui sont leur propre formation, et leur propre formation mentale revêtue de force vitale, qui viennent tout le temps les frapper pour essayer de vous faire réaliser matériellement la formation que vous avez faite vous-même. Vous avez lu peut-être des livres de Maurice Magre. Il y en a à la bibliothèque. Il décrit cela. Il est venu ici, Maurice Magre, et nous avons parlé. Et il m'a dit qu'il avait toujours remarqué, il était très sensitif,
Il avait toujours remarqué que les gens qui ont des désirs sexuels sont entourés d'une espèce de petite nuée d'entités qui sont plus ou moins visqueuses et pas jolies, et qui les harassent constamment, qui réveillent en eux le désir. Il disait qu'il avait vu cela autour de certains gens. C'était comme quand on est entouré d'une nuée de moustiques, hein. Mais c'est plus gros, et c'est beaucoup plus laid encore, et c'est visqueux, et c'est affreux, et ça tournoie autour de vous, et ça ne vous laisse jamais de repos, et ça réveille en vous le désir qui les a formés, et ils s'en repaissent. C'est leur nourriture, c'est absolument vrai. Sa réflexion était tout à fait juste, sa vision était très vraie, c'est comme cela. Mais chacun porte autour de lui l'entourage de ses propres désirs. Alors vous n'avez pas besoin du tout que les gens vous disent quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à regarder et vous voyez autour d'eux exactement l'état dans lequel ils se trouvent. Ils peuvent vouloir avoir des airs d'ange ou de saint, mais ils ne peuvent pas vous tromper, parce que ça, c'est là, qui tournoie autour de vous. Alors imaginez, hein, geste de mère montrant tous ceux qui sont assis devant elle. Vous voyez comme vous êtes, combien vous êtes là, tous ici, et chacun a son petit monde comme ça, des formations mentales dont certaines sont revêtues de substances vitales, et tout cela grouille ensemble, se mélange, s'entrechoque. C'est à celui qui sera le plus fort qui essaiera de se réaliser, et cela vous fait une atmosphère. La mer. Il y a des moments quand on médite, on voit des formes très désagréables vis-à-vis de soi pendant quelques jours. Ça commence et après ça finit. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, cela veut dire probablement qu'au lieu de méditer dans une concentration silencieuse, on a ouvert sa conscience ou dans un domaine vital ou dans un domaine mental pas très agréable. C'est ça que ça veut dire. Cela peut vouloir dire aussi, ça dépend du degré de développement dans lequel on se trouve, cela peut vouloir dire dans certains cas, quand on est maître de sa concentration et que l'on sait où l'on va, enfin cela demande déjà une assez grande discipline, il se peut que ce soit une attaque spéciale des forces adverses, de mauvaise volonté, ou venant de certains êtres, ou venant de certains domaines. Mais ce n'est pas nécessairement des attaques. Ça peut être simplement quand on a ouvert sa conscience dans un endroit qui n'est pas très recommandable, ou bien quelquefois, souvent, qu'on avait soi-même un certain nombre de mouvements du vital et du mental qui n'étaient pas très recommandables, et quand on se met dans le silence de la méditation, ou dans cette espèce d'attitude passive d'expectation de quelque chose qui va arriver, toutes ces vibrations qui sont sorties de vous reviennent vers vous avec leur apparence véritable, qui n'est pas très agréable. Ça arrive souvent. On avait de mauvais sentiments, pas positivement méchants, mais enfin des choses qui ne sont pas désirables, de mauvaises pensées, des mouvements de mécontentement, de révolte ou d'impatience, ou un manque de satisfaction, ou, n'est-ce pas, qu'on se soit fâché contre quelqu'un en pensée, même pas besoin de parler. Des choses comme ça, quand on est tranquille et qu'on tâche d'être immobile afin d'avoir une expérience, toutes ces choses-là reviennent vers vous avec leur vraie forme. C'est-à-dire, pas des formes très agréables, très laides, des formes qui sont quelquefois très laides. Je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est une chose qui arrive fréquemment si vous ne maîtrisez pas vos pensées et vos réactions vitales, et que quelqu'un vous a mécontenté pour une raison quelconque. Que cette personne a fait ou a dit quelque chose qui ne vous plaît pas, que l'on considère être hostile, et qu'alors la réaction spontanée c'est de vouloir la punir d'une façon quelconque, ou si l'on est encore plus primitif, si je puis dire, de vouloir prendre sa revanche ou d'espérer qu'il lui arrivera quelque chose de mauvais. Enfin, cela peut venir même très spontanément, une réaction violente, comme ça, puis vous n'y pensez plus. Mais alors, la nuit, quand vous dormez, 99 fois sur 100, dans un cas comme ça, la personne en question vient vers vous avec une extrême violence, ou pour vous tuer, ou pour vous rendre malade, comme si elle vous voulait autant de mal que possible, et alors, dans votre ignorance, vous dites « Eh bien, j'avais vraiment raison d'être en colère contre elle. » Mais c'est tout simplement votre propre formation qui revient sur vous, pas autre chose que ça. La personne n'y est pour rien, tout à fait innocente dans cette affaire. Ça, c'est un phénomène qui se produit très souvent. Je veux dire pour les gens qui ont des mouvements de rancune ou de colère ou de violence. Et toujours, ils voient dans un rêve comme ça la légitimation de leurs mouvements. Tandis que c'est seulement une image très frappante de leurs propres sentiments, car la formation revient vers vous comme ça. La mer.
Les forces subtiles des maladies et les accidents. Les suggestions qui créent la maladie ou la mauvaise santé dans l'être physique sont en général transmises par le subconscient, car la plus grande partie de l'être physique, sa partie la plus matérielle, est subconsciente, c'est-à-dire que cet être physique a une conscience obscure qui lui est propre, mais elle est si obscure et si repliée sur elle-même que le mental ignore ses mouvements et ce qui se passe en elle. Mais c'est tout de même une conscience, et elle peut, tout comme le mental et le vital, recevoir des suggestions émanant des forces de l'extérieur. Si ce n'était pas le cas, il serait impossible de l'ouvrir à la force, et la force ne pourrait pas non plus la guérir, car sans cette conscience en lui, l'être physique serait incapable de réagir. Beaucoup de gens en Europe et en Amérique reconnaissent ce fait et soignent leur maladie en faisant au corps des suggestions mentales conscientes qui contrecarrent les suggestions obscures et secrètes de maladies dans le subconscient. En France, un médecin célèbre a guéri des milliers de malades en leur faisant placer sur le corps, avec persévérance, des contre-suggestions de ce genre. Cela prouve que les causes de la maladie ne sont pas purement matérielles, mais que celle-ci est due à une désorganisation de cette conscience corporelle secrète. Sri Aurobindo. C'est ainsi que les maladies essayent de se propager d'une personne à une autre. Elles attaquent l'être nerveux par une suggestion comme celle-ci ou d'une autre manière pour essayer d'y pénétrer. C'est souvent le cas, même si la maladie n'est pas contagieuse, mais cela se produit plus facilement lorsqu'elle l'est. La suggestion ou le contact doit être rejeté aussitôt. Il y a autour du corps une sorte de protection que nous appelons l'enveloppe nerveuse. Si elle conserve sa résistance et refuse de laisser entrer la force de maladie, on peut rester en bonne santé même au milieu d'une épidémie, peste ou autre. Si l'enveloppe est percée ou faible, la maladie peut pénétrer. L'attaque que vous avez sentie n'était pas en réalité dirigée contre le corps physique, mais contre cette enveloppe nerveuse et contre le corps nerveux, prana kosha, dont elle est une extension ou un revêtement. Sri Aurobindo. Les forces subtiles de la maladie commencent par affaiblir l'enveloppe nerveuse, l'aura, ou la transpercer. Si elle résiste et reste intacte, 1 000 millions de microbes ne pourront rien contre vous. L'enveloppe une fois percée, elles attaquent le mental subconscient dans le corps, parfois aussi le mental vital ou le mental proprement dit. Elles préparent la maladie par la peur ou la pensée de la maladie. Les médecins eux-mêmes disent qu'en Extrême-Orient, 90% des gens atteints de grippe ou de choléra tombent malades sous l'effet de la peur. Rien ne sape la résistance autant que la peur, mais c'est pourtant le subconscient qui joue le rôle essentiel. Si la force qui s'oppose à la maladie est vigoureuse dans le corps, on peut se promener au milieu d'une épidémie de peste ou de choléra sans être jamais contaminé. Sri Aurobindo. Les attaques de maladie sont des attaques de la nature inférieure ou des forces adverses qui profitent d'une faiblesse, d'une ouverture ou d'une réponse dans la nature. Comme tout le reste, elles viennent du dehors et doivent être rejetées. Si on peut les sentir quand elles approchent, et si on a la force et l'habitude de les rejeter avant qu'elles puissent entrer dans le corps, on peut rester exempt de toute maladie. Même si l'attaque semble venir du dedans, cela veut dire seulement qu'elle n'a pas été perçue avant son entrée dans le subconscient. Une fois qu'elle est dans le subconscient, la force qui l'a amenée la pousse tôt ou tard et elle envahit l'organisme. Si vous la sentez juste après son entrée, c'est parce que bien qu'elle soit venue directement et non à travers le subconscient, vous n'avez pas pu la détecter pendant qu'elle était encore dehors. Très souvent, elle vient ainsi, de face, ou plus souvent de côté, tangentiellement, et force son passage à travers l'enveloppe vitale subtile qui est notre principale armure de défense. Mais on peut l'arrêter dans l'enveloppe même, avant qu'elle ne pénètre le corps matériel. Alors on peut éprouver quelques effets, par exemple un état fiévreux ou une tendance au rhume, mais il n'y a pas un envahissement complet de la maladie. Et si on peut l'arrêter plus tôt, ou si l'enveloppe vitale résiste d'elle-même et reste forte, vigoureuse et intacte, alors il n'y a pas de maladie. L'attaque ne produit pas d'effet physique et ne laisse aucune trace. Sri Aurobindo. Quand Sri Aurobindo dit que la maladie s'approche, qu'est-ce qui s'approche exactement?
C'est un genre de vibration qui est fait d'une suggestion mentale, d'une force vitale de désordre et de certains éléments physiques qui sont la matérialisation de la suggestion mentale et de la vibration vitale. Et ces éléments physiques peuvent être ce que l'on est convenu d'appeler des germes, des microbes, des ceci, des cela, beaucoup d'autres choses. Ça peut s'accompagner d'une sensation, ça peut s'accompagner d'un goût, ça peut s'accompagner aussi d'une odeur si on a des sens subtils très éveillés. Il y a de ces formations de maladies qui donnent un goût spécial à l'air, une odeur spéciale ou une petite sensation spéciale. On a beaucoup de sens qui sont endormis. On est terriblement tamasique. Si tous les sens que l'on possède étaient éveillés, il y a beaucoup de choses dont on s'apercevrait qui peuvent justement se passer sans qu'on s'en doute. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont un certain genre d'influenza en ce moment. C'est très répandu. Ça, quand ça s'approche, ça a un goût spécial, ça a une odeur spéciale, et ça vous donne un certain contact. Naturellement, pas comme un coup de poing, quelque chose d'un peu subtil, un certain contact, exactement comme quand on passe la main sur quelque chose, sur une étoffe à rebours. Vous n'avez jamais fait ça? L'étoffe a un sens, n'est-ce pas? Quand on passe la main dans le bon sens, ou bien quand on la passe comme ça, eh bien ça vous fait... c'est quelque chose qui passe sur votre peau, comme ça, à rebours. Mais naturellement, je vous dis, ça ne vient pas comme un coup de massue. C'est très subtil, mais c'est très clair. Alors si vous voyez ça, vous pouvez très bien. D'ailleurs, il y a toujours moyen de s'isoler par une atmosphère de protection. Si on sait avoir une vibration extrêmement tranquille, tellement tranquille que ça fait presque comme un mur autour de vous. Mais tout le temps on vibre en réponse à des vibrations qui viennent du dehors. Si vous vous apercevez de ça, tout le temps il y a quelque chose qui fait comme ça, comme ça, comme ça, qui répond à toutes les vibrations qui viennent du dehors. Jamais vous n'êtes dans une atmosphère tout à fait tranquille et qui émane de vous, c'est-à-dire qui vient du dedans au dehors. Pas une chose qui vient du dehors au dedans, quelque chose qui est comme une enveloppe autour de vous, très tranquille comme ça, et vous pouvez passer n'importe où. Et toutes ces vibrations qui viennent du dehors ne commencent pas à faire comme ça, autour de votre atmosphère. Si vous pouviez voir cette espèce de danse de vibrations qu'il y a autour de vous tout le temps, vous verriez, vous comprendriez ce que je veux dire. Par exemple, dans un jeu, quand vous jouez, c'est comme ça. Et puis ça fait comme les vibrations. D'un point, ça va en augmentant et en augmentant, jusqu'à ce que tout d'un coup, patatras, un accident. Et c'est une atmosphère collective comme ça. On arrive et on voit ça. Vous êtes en train de jouer à un jeu, basketball, ou football, ou n'importe. On sent cela, on le voit. Ça fait comme une sorte de fumée autour de vous. Ces espèces de fumées de chaleur qui viennent quelquefois. Cela fait quelque chose comme ça. Et puis alors, cela prend une vibration comme ça, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que tout d'un coup l'équilibre soit rompu. Quelqu'un se casse la jambe, tombe par terre, reçoit une balle sur la bouche, etc. Et on peut prédire d'avance que cela va arriver quand c'est comme ça. Mais personne ne s'en aperçoit. Mais même dans des cas moins sérieux, chacun individuellement, vous avez autour de vous quelque chose qui, au lieu d'être cette enveloppe très individuelle et très calme qui vous protège de tout ce que vous ne voulez pas recevoir, c'est-à-dire que votre réceptivité devient volontaire et consciente, autrement vous ne recevez pas. Et c'est seulement quand vous avez cette atmosphère consciente, extrêmement calme, et comme je dis, que ça vient du dedans, ce n'est pas une chose qui vient du dehors, c'est seulement quand c'est comme ça que vous pouvez aller impunément dans la vie, c'est-à-dire parmi les autres et dans toutes les circonstances de chaque minute. Autrement, s'il y a quelque chose de mauvais à attraper, par exemple une colère, une peur, une maladie, un malaise, vous êtes sûr de l'attraper. Dès que ça commence à faire comme ça, c'est comme si vous appeliez toutes les vibrations analogues à venir s'emparer de vous. Ce qui est admirable, c'est l'inconscience avec laquelle les hommes traversent la vie. Ils ne savent pas vivre. Il n'y en a pas un sur 1 million qui sache vivre. Et ils vont comme ça tant bien que mal. K1, KA. Ça va, ça ne va pas. Et tout ça pour eux, bah, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses qui arrivent. La mer.
Les accidents sont le résultat de bien des choses. En fait, c'est le résultat du conflit des forces dans la nature. Un conflit entre les forces de croissance et de progrès et les forces de destruction. Quand il y a un accident qui produit des conséquences durables, c'est toujours le résultat d'une victoire plus ou moins partielle des forces adverses, c'est-à-dire des forces de désintégration, de désorganisation. Cela dépend. La mer.